BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale. 01 Business avec Frédéric Simotel. Allez, deuxième partie de cette émission, on va parler de l'impact environnemental et des technologies au service de l'impact environnemental avec nos invités. Vous savez, c'est notre baromètre mensuel que l'on réalise avec notre partenaire Odoxa. On interroge les Français et là, on leur a posé pas mal de questions justement sur ce qu'ils pensaient de l'investissement de l'État autour de l'impact environnemental. Et pour en parler avec nous, Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Benjamin Grange, président de Dentsu Consulting. Bonjour. Benjamin. Bonjour. Et Mathieu Locci, c'est bien ça? Locci, oui. Bonjour. Senior Manager Énergie et Développement Durable chez Layton. Alors, vous allez être nos experts du jour. Émile, on va démarrer justement avec le premier, les quelques questions posées justement aux Français et les deux premières. Allons-y. Alors oui, parce qu'aujourd'hui, on parle en ce moment beaucoup, on en a parlé notamment avec le référendum, de l'investissement de l'État dans l'écologie. Est-ce que l'État joue son rôle? Et on a demandé aux Français si aujourd'hui l'État le faisait. Est-ce qu'il l'investissait ou au moins encourageait suffisamment le développement des technologies permettant de réduire l'impact environnemental en France? Et les Français sont partagés. 49% nous disent non et 50% nous disent oui, ce qui signifie qu'il y a quand même encore un effort à faire de la part de l'État en la matière. D'autant que quand on regarde la deuxième question qu'on a posée aux Français, les Français sont convaincus de l'apport de la technologie pour combattre le réchauffement climatique, entre autres. Notamment, par exemple, 88% nous disent que c'est utile pour diminuer les déplacements professionnels en développant le télétravail notamment. On l'a vu assez récemment et de manière très large. Pour rapprocher les consommateurs et les producteurs localement, 82% nous disent que les outils peuvent être utiles. Et pour produire et utiliser l'énergie avec efficacité et de manière plus respectueuse de l'environnement, 80% des Français en sont convaincus. Donc ils sont convaincus d'une chose, clairement, c'est que l'écologie, ça peut être réduire nos comportements, mais c'est aussi optimiser, améliorer, et ça, pour ça, la technologie peut avoir un vrai intérêt de ce point de vue-là. Benjamin Grange, alors sur ces chiffres, alors on est un peu déçus. On aimerait que l'État s'investisse plus, mais En fait, on parle souvent du monde d'avant et du monde d'après, mais c'est vrai que le premier confinement a eu un effet de prise de conscience et d'accélération vis-à-vis de ces sujets d'environnement. Pourquoi ? Simplement parce qu'on a vu en fait l'impact de l'arrêt total du trafic aérien, on a vu l'impact de l'arrêt total du trafic routier, etc. Et donc les Français ont vu en fait les effets positifs en fait, je ne dis pas d'un arrêt de l'économie, mais surtout des éléments positifs liés à l'environnement. Et donc, depuis ce moment-là, il y a eu un vrai changement, un changement dans les mentalités, et ils en demandent plus. Et donc, forcément, quand on leur pose la question, est-ce que l'État en fait assez ? On a cette réponse qui est en demi-teinte. Et au niveau des entreprises, ils estiment que, selon vous, parce que les entreprises, elles participent quand même à tout ça avec des outils de visio, ce genre de choses. Ce qui est toujours compliqué sur ces sujets qui renvoient à une transition, c'est qu'on peut toujours voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce qu'on est encore au début de la transition ou est-ce qu'on est plutôt dans la phase d'accélération de la transition ? Et c'est vrai que autant les startups, on voit bien qu'il y a une vraie dynamique très vertueuse pour finalement imprimer une forme de green tech ou alors de prise en compte de l'environnement dans la technologie. Autant dans les entreprises du CAC 40, là encore, on a des engagements qui ont été pris et qui sont tout à fait bien, mais tout ça, encore faut-il que ce soit perçu. Et il y a un sujet entre la perception et la réalité des actions qui sont faites. Alors moi, je suis surpris, Mathieu Locci de Layton, quand on demande justement aux Français les outils numériques peuvent-ils être utiles pour diminuer les déplacements, d'accord, on a tous compris, la visio, c'était là. Rapprocher les consommateurs, les producteurs localement, produire et utiliser l'énergie avec plus d'efficacité. On se rend compte qu'on a une population, alors par rapport à l'échantillon interrogé par Odoxa, qui a l'air plutôt alerté et averti sur ces sujets et qui se dit le numérique, oui, ça va nous aider. C'est plutôt bon signe, ça. C'est plutôt bon signe. Benjamin avait assez raison. Il y a une question de perception en fait qui est attendue vis-à-vis du gouvernement, d'aide. Ce qui est assez particulier, ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait, il y a des aides, il y en a. Il y en a même pas mal, mais limite, il y en a vraiment trop en fait. Aujourd'hui, c'est la jungle, toutes ces aides. Et c'est aussi ce qui fait que Layton a un rôle à jouer là-dedans pour pouvoir articuler toutes les aides qui sont débloquées et puis comment les utiliser au mieux. Donc il y a trop d'aides.
elles sont très compliquées à utiliser. Et également, en fait, les dispositifs d'aide sont trop instables. Et donc, là, le dernier dispositif en date, les coups de pouce, isolation, chauffage à 1 euro, eh bien, en fait, le gouvernement a décidé d'anticiper son arrêt à partir de juillet, alors que c'était prévu pour décembre. Donc, en fait, il nous manque un guichet unique, quoi. Il est en train d'arriver, faire.fr. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, le constat est un peu partagé, parce qu'il y a des belles choses qui sont faites, et d'autres sur lesquelles, en fait, il faudrait faire un peu plus. Émile Leclerc, quand on regarde un peu plus en détail les chiffres, là, selon vous, l'innovation, les outils numériques peuvent-elles plus utiles pour l'énergie, etc. C'est plutôt des jeunes, c'est plutôt, vous avez réussi à compartimenter. C'est assez global sur l'ensemble de la population, c'est assez partagé. Alors on a souvent tendance à dire que les jeunes sont très environnement, climat, etc. C'est assez faux en vérité dans les enquêtes. Ils le sont un peu plus que leurs aînés. Ils sont un peu plus prêts à changer fondamentalement leur comportement, ce qui peut se comprendre d'une certaine manière. Plus on est âgé, plus on a des habitudes et c'est difficile de les changer. Mais l'idée écologique, elle est partagée par l'ensemble de la population. C'est pas spécifique aux jeunes, contrairement à ce qu'on dit souvent. Ouais. Il y a un deuxième point qui vient se rajouter, c'est que peut-être un peu paradoxalement, dans les phases de crise, on attend beaucoup d'innovation. Ouais. C'est tout le temps comme ça. Et là, c'est vrai que dans cette crise sanitaire que l'on vit encore, il y a une attente pour avoir en fait des nouveautés technologiques, nouveautés médicales, et donc évidemment nouveautés environnementales. Donc en fait, on est vraiment pris dans un étau, c'est-à-dire à la fois cette conscience environnementale qui est montée, et comme vous l'avez dit, à peu près sur toutes les franges de la population, et puis simultanément une volonté qu'il y ait des choses concrètes, des nouveautés. Et donc ça, cette double logique fait qu'on a fait monter le niveau d'enjeu vis-à-vis de l'environnement, et aujourd'hui, il y a une vraie attente. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a en face les solutions? Probablement pas encore toutes. Oui, et puis il va falloir mettre en place aussi les enjeux politiques, parce que ceux qui défendent... Je ne suis pas sûr que ceux qui défendent l'écologie en termes politiques aujourd'hui, ce soit eux qui défendent les outils numériques. Hein. Sur les outils numériques, il y a quand même un exemple qui est assez frappant, puisque là, on voit que les Français plébiscitent en fait, le numérique et l'innovation. J'ai un exemple en fait, chez Layton qui est assez récent. On travaille sur la valorisation via le dispositif des certificats d'économie, que maintenant les gens connaissent un peu plus, de l'installation de voiles sur des cargos de transport maritime. Et ça, en fait, le retour à la voile pour le transport, c'est possible parce qu'il y a de l'innovation. Aujourd'hui, on est capable de construire des voiles qui sont rigides, souples, pliables. On a des kitesurf, des cerfs-volants en fait, qui peuvent être utilisés. Et puis il y a la partie numérique. Aujourd'hui, il y a les logiciels qui sont développés qui peuvent permettre d'automatiser en fait ces voiles, donc il n'y a plus besoin de marins. Et également la partie routage, en fait, optimiser la route du cargo via, en fonction de la météo. Et là, c'est des logiciels très puissants. Et aujourd'hui, on peut revenir sur des sujets comme ça qui sont très intéressants avec le numérique et l'innovation. Ils ont fait des tests sur les cargos. Alors, c'est Saint-Nazaire, je crois. Oui, ils ont fait des tests de routage de bateaux robotisés, c'est-à-dire sans que personne ne touche à rien. Et effectivement, ils consomment moins d'énergie que les plus classiques. Alors parfois, ils taillent un peu là où on va dire les marins traditionnels vont peut-être contourner certains... On peut toujours optimiser, c'est le début, mais il y a vraiment... Jean Le Cam est le prochain skipper de nos cargos. Question, Émile Leclerc, posée aux Français. Donc, on leur a demandé si souhaitez-vous que l'État investisse dans chacune des sources d'énergie suivantes. Alors, qu'est-ce qui s'en dégage? Il y a trois principales sources aujourd'hui utilisées d'énergie. Le nucléaire en France, évidemment. Là, les Français, comme souvent, sont assez partagés. Il y en a 43% qui nous disent oui, il faut investir, 56% qui nous disent non. Parce que le nucléaire, c'est positif sur le climat. En revanche, il y a toujours des craintes d'accidents nucléaires qui peuvent arriver. Et donc ça, les Français sont assez méfiants vis-à-vis de ça. En revanche, ils sont unanimes. 86% nous disent il faut aller vers les énergies vertes. Ouais. L'hydrogène aussi séduit à 65%. Même s'il est encore assez méconnu. Et par contre, les Français, aux 3/4, s'opposent à ce qu'on continue à utiliser les énergies fossiles. Donc là, c'est très clair dans l'opinion. Il faut faire des énergies vertes, arrêter les énergies fossiles, le nucléaire peut-être en transition, et pourquoi pas l'hydrogène de manière plus large un jour. Moi, sur le nucléaire, je pense toujours que c'est le phénomène d'éducation, d'enseignement, d'expliquer aux gens ce qu'est vraiment le nucléaire, parce que je pense que la majeure partie des gens ne savent pas que c'est de la vapeur d'eau. Oui, il y a les déchets, mais c'est de la vapeur d'eau qui est dégagée. Enfin, c'est quand même... En termes de climat, c'est parfait. Il y a deux sujets. D'abord, en termes de perception, souvent le gaz n'est pas mis dans la bonne catégorie. Ouais. C'est souvent
souvent, voilà, il y a souvent une erreur d'appréciation, ce que c'est une énergie fossile. Oui, c'est vrai qu'on met pétrole, verte, charbon, etc. gaz, et 25%, Voilà. on se dit, pourtant pétrole et charbon, mais oui, peut-être Voilà, que c'est le gaz. Le gaz, comment dire, a une perception d'être plus propre en fait que le pétrole et le gaz, évidemment à tort, mais ça c'est. Il est plus propre. Hein. Voilà. Deuxième sujet, c'est en fait le sujet de la transition énergétique, c'est le sujet du prix. C'est-à-dire que le jour où en fait on aura une énergie renouvelable qui sera exactement au même prix, sans subvention aucune, que le pétrole avec la même capacité énergétique, il y a plus de sujet. Et donc, et d'ailleurs, c'était la semaine dernière, il y a eu un consortium d'une trentaine d'acteurs qui, autour de l'hydrogène, se sont mis en fait à dire, voilà, nous on va produire quelque chose à 1,50 € le kilo. C'est-à-dire en d'autres termes, une vraie innovation, parce qu'il n'y a que le prix qui fera que la substitution sera évidente et que donc la transition sera Après, le prix et la perception, hein, si on commence à expliquer aux gens que si on n'avait que des éoliennes, on a vu là avec les événements neigeux, les éoliennes, ça ne fonctionnait plus. Hein, donc, sauf que les éoliennes, quand on écoute les Français, ce qui est le plus plébiscité, c'est l'hydraulique. Parce que l'hydraulique reste quelque chose de naturel, de propre. On voit le stock d'eau dans les barrages. Donc tout ça est assez positif. L'éolien, paradoxalement, parce que finalement ça trouble quand même le paysage, oui. Eh bien le plus souvent il est mal ressenti. D'ailleurs vous prenez les associations finalement qui sont de quartiers ou de campagnes autour ou même en mer, hein, ou même en mer à côté de riverains à côté d'une éolienne. D'abord ça fait du bruit, ensuite ça peut tomber, ensuite bon sans le paysage c'est pas toujours bien. Donc si vous voulez le meilleur côtoie aussi le pire. Donc les Français sont très réservés là-dessus. Et il y a l'hydrogène qui est à peu près qui semble être aujourd'hui ce qui la vraie énergie d'avenir. Alors, le premier point, en fait, quand on parle d'hydrogène aujourd'hui, en fait, il faut faire un peu attention. L'hydrogène aujourd'hui, il y a l'hydrogène vert. Aujourd'hui, l'hydrogène, il est à 95% produit à partir de gaz naturel, de charbon. Et donc, en fait, c'est pas forcément une énergie propre. Encore Donc, il faut investir sur l'hydrogène vert, il faut le préciser. Et en fait, l'hydrogène, en fait, il va avoir son intérêt que parce qu'il y a des énergies renouvelables. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir en fait fabriquer de l'hydrogène à partir de l'électricité, donc par électrolyse, des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Quand il n'y a pas besoin d'électricité, au lieu d'arrêter tout, les éoliennes, eh bien, on va fabriquer de l'hydrogène. En fait, c'est pour ça que l'hydrogène, c'est un vrai investissement. Il y avait un point qui est important, en fait, que je voulais souligner aussi, et un exemple au niveau de la perception justement des aides qui peuvent être faites. Un exemple frappant que j'ai eu la semaine dernière d'un laboratoire pharmaceutique qui en fait voulait changer son groupe froid et qui en fait allait partir pour 300 000 € de groupe froid. Et en fait, comme c'est un client à nous, on l'a accompagné, on s'est dit on va quand même regarder. Et en regardant, on est arrivé à se dire peut-être qu'on va pouvoir récupérer de la chaleur sur votre groupe froid et on va chauffer vos locaux avec. Et en fait, on a réussi à passer de 300 000 à 800 000 €. Donc, mais sur ces 800 000 €, on est parvenu justement en sélectionnant les aides à obtenir 550 000 € de certificats d'économie d'énergie. Donc en fait, c'est vraiment ce fossé qu'on voit aujourd'hui entre des milliards qui sont dépensés, l'hydrogène, c'est 7 milliards qui sont dépensés d'un coup. 7 milliards, c'est énorme. Le plan Hulot, il y a 2 ans, c'est en 2018, pour l'hydrogène, c'était 100 millions. En 2 ans, on parle de milliards. Mais il y a les milliards, on les lâche comme ça. Il faut pouvoir les orienter et accompagner en fait pour que ça soit utilisé correctement. Donc c'est vraiment, je pense que le vrai objectif aujourd'hui, c'est pas forcément de lâcher des milliards partout, c'est de pouvoir articuler tout ça pour que justement il y ait de la bonne communication, de la pédagogie. Ce qu'on peut voir en fait sur ce sondage et qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui on peut isoler les combles de tout le monde pour 1 €. Et malgré tout, les Français considèrent que pour l'isolation de combles, on ne fait pas assez. Donc en fait, ils n'ont pas besoin d'argent, ils ont juste besoin d'être accompagnés. Et c'est ce qu'on fait chez Leighton, justement, d'accompagner. Il faut faire savoir, effectivement. Oui, c'est comme pour le solaire. On nous dit installer des panneaux solaires, et puis on ne sait pas que pour le stockage, si on se débrouille un peu mieux, on pourrait stocker, on pourrait réinjecter dans le... Mais c'est compliqué. Moi, je pense qu'il y a ce côté un peu guichet unique. Dernière question, d'ailleurs, on parlait des logements. On en parlait, oui. Là, on y reste 3 minutes pour parler les aides apportées par l'État sont-elles suffisantes ou insuffisantes? Là,
effectivement, je vais rebondir un peu sur ce que disait Mathieu. Il y a beaucoup de choses qui existent et souvent, en fait, on s'en rend compte avec le sondage, c'est que les gens n'en ont pas entendu parler. C'est de la communication qui est nécessaire, pas forcément davantage d'aide, puisque là, vous voyez, en termes, on leur a demandé si pour chaque élément c'était suffisant ou insuffisant. Pour isoler un logement, 54% nous disent que c'est insuffisant. C'est là qu'il y a le plus d'aide. Alors que c'est là qu'il y a le plus d'aide, effectivement. Oui. Donc il y a besoin de faire savoir, il y a vraiment un besoin de communication. Changer de mode de chauffage, 62% des Français nous disent que c'est insuffisant. Acheter un véhicule électrique, 64%, que ce soit un vélo ou une voiture, alors qu'il y a beaucoup d'aides qui sont apportées. Inciter à consommer une énergie verte, 69% nous disent que c'est insuffisant. Et inciter les entreprises à produire plus proprement, 71% nous disent que c'est insuffisant. Ce qu'ils font les communicants. Oui, en fait, c'est la question, mais en tout cas, j'apporterai une nuance. C'est-à-dire d'abord, quand on pose la question, est-ce que vous voulez plus d'argent, en général, on a plutôt, la réponse est plutôt oui. Mais si on fait abstraction de ça, il y a un sujet d'appropriation. En fait, la manière dont l'ensemble de ces aides sont proposées, sont articulées, sont présentées, reste quand même assez complexe d'abord. Donc on est sur un sujet d'innovation, c'est-à-dire de transition, un sujet de changement individuel, puisque chaque fois, aller vers davantage de vertus énergétiques, ça nécessite d'évoluer dans ses pratiques, dans la manière dont on va isoler son logement. Et puis derrière, pour accéder finalement à ces aides, il y a encore une deuxième complexité. Et donc là encore, c'est tout le système, si français. On passe par 3 artisans pour le toit, les murs. Oui, et puis c'est aussi le système français, si vous voulez, c'est qu'on essaye de cibler tellement la bonne personne, mais pas donner trop, pas au bon moment, au bon moment, et puis pas ceux à qui n'ont pas besoin, etc., qu'on finit par avoir un système qui reste quand même très très complexe. Aujourd'hui, en fait, vous l'avez bien fait de le souligner. En fait, il y a l'isolation d'un côté, les fenêtres de l'autre. Et aujourd'hui, en fait, c'est pas vraiment la solution de fonctionner ce qu'on appelle par geste. Ouais. Il faut travailler sur les rénovations globales. Et donc, déjà, ça va être un peu plus simple. Si on travaille de manière globale, ce sera plus simple. Aujourd'hui, là, pour le coup, les aides qu'on peut avoir sur les rénovations globales, elles ne sont pas suffisantes pour qu'on puisse les enclencher. C'est au maximum, avec ma prime rénov, les C2E, on arrive à 15 000 €. Et pour un logement, il faut à peu près 60 000 € pour faire ça. Les propriétaires n'ont pas la possibilité de mettre autant d'argent dessus. En Allemagne, le même système, ça va jusqu'à 50 000 €. Et là, avec 50 000 €, eh ben, on peut se dire, on peut partir là-dessus. Et en fait, il faut réfléchir global. Exactement, il faut fonctionner sur quelque chose avec les économies qui payent en fait l'investissement. C'est comme ça qu'on va y arriver. Donc un peu de logique, davantage de communication, on l'a compris. Merci à tous les trois, Émile Leclerc de Doxa, Mathieu Lotti de Layton et Benjamin Grange de Detsu Consulting.